Les tourbières constituent un écosystème unique au regard de sa contribution à l'atténuation du climat mondial. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Nous vous signalons que Kinshasa a accueilli durant 3 jours l'université d'été des Tourbières. Donc du 5 au 7 août, les décideurs politiques, les administrations, les institutions académiques, les centres de recherche, la société civile et tant d'autres acteurs, partenaires, ils ont réfléchi sur les conditions de prise en compte des tourbières dans les politiques du climat. Les politiques climatiques, madame, mais c'est autour de cette thématique que nous allons nous entretenir ce jour avec M. Jean-Jacques Bambou Tabolé. Il est coordonnateur de l'unité de gestion des tourbières, à qui je dis bonjour, M. Jean-Jacques. Bonjour, madame. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture, je dirais, à la clôture de l'activité que vous avez organisée, et vous avez appelé ça Université d'été des tourbières. D'abord, pourquoi cette thématique? Merci, madame, d'abord pour l'invitation. Comme vous venez de me présenter, je suis Jean-Jacques Bambou Tabolé. Je travaille pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable comme coordonnateur de l'unité de gestion des tourbières. Nous sommes donc depuis lundi réunis dans ce beau cadre de l'hôtel Sultani afin de pouvoir tenir des assises que nous avons surnommées Université d'été des tourbières. Okay. En fait, le mot Université d'été a été emprunté non seulement du langage politique, mais aussi d'un très vieux concept que beaucoup de gens utilisent lorsqu'ils ont besoin de pouvoir considérer ou examiner la marche de leur structure, et peuvent se dire, bon voilà, nous allons organiser une sorte d'université d'été. Et ici, en République démocratique du Congo, nous avons aussi emprunté le thème du processus RED qui avait commencé en 2009 et qui organisait aussi des activités qui avaient lieu généralement en saison sèche, mais aussi ça pouvait commencer au mois de septembre lorsque les pluies ont déjà commencé. Et considérant cette période, et voilà pourquoi on parle de l'université d'été. C'est votre inspiration? Non, ce n'est pas notre inspiration. J'ai dit que ça a été emprunté de quelque part parce que c'est Vous êtes inspiré de exactement, c'est une expression qui existe. Alors, université parce qu'il y a d'un côté des maîtres qui viennent transmettre une connaissance sur une thématique et de l'autre côté, des apprenants qui reçoivent les informations transmises par les maîtres. Mais il y a cette interaction, on se croirait donc dans une salle de classe, mais en réalité, c'est que les uns et les autres se complètent en termes d'échange et de connaissances. Voilà, madame. Ok. On a vu un rassemblement, je dirais, de plusieurs personnes, plusieurs acteurs. Vous avez réuni combien de partenaires, je ne sais pas. Et puis, vous avez été satisfait. Aujourd'hui, nous sommes déjà, dans quelques heures, vous allez terminer l'activité. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Oui, l'Université d'été de Tourbières est la première édition. Comme vous l'avez vu, c'est une très grande activité en termes de participation. Sur le plan numérique, nous avons convié 110 personnes, mais on a été débordé par le nombre. Ah bon? Là, dans la salle, nous sommes actuellement à 147. Okay. Et chaque jour, ce nombre n'a fait que s'accroître. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la thématique. Et là, on a été débordé par les demandes. On ne pouvait prendre tout le monde parce que, bon, voilà, il y a des contraintes budgétaires qui nous liaient pratiquement. Oui, nous pouvons dire que bon, nous sommes contents d'avoir atteint nos objectifs parce que le premier objectif, c'était d'abord de lancer cette activité, de réunir tout ce beau monde. Parce qu'il y a des acteurs qui sont venus de province, il y a des acteurs qui sont venus de la République du Congo, il y a d'autres participants qui sont venus de Nairobi, et il y a des professeurs des universités qui sont suffisamment impliqués dans la thématique. C'est le cas, par exemple, de certains qui sont venus de l'université de Kisangani, d'autres qui sont venus de l'université de Kinshasa, ainsi que de l'université pédagogique. Et donc, sur ce point-là, nous sommes heureux d'avoir tenté, et bon voilà, nous pensons avoir atteint nos objectifs qui étaient en fait d'évaluer les connaissances actuelles sur cet écosystème et d'identifier quelles sont les connaissances qui manquent et comment on peut mobiliser ces connaissances, pas tout simplement pour le plaisir de pouvoir les mobiliser, mais pour que ces connaissances puissent renseigner la politique ou la stratégie nationale des tourbières. Ok, en parlant des tourbières, quelle importance écologique revêt les tourbières? Et pourquoi vouloir retenir 3 jours uniquement pour parler de ça? Oui, nous disons que les tourbières, c'est une thématique émergente.
c'est une nouvelle thématique, même si la matière ne date pas d'aujourd'hui, parce que pour qu'une tourbière puisse se constituer, nous avons pratiquement besoin de 10 000 ans par là. Pour pouvoir constituer cet écosystème. Oui, c'est un écosystème naturel. Et pourquoi avoir pris 3 jours? Il y a des universités d'été qui peuvent s'organiser sur 1 semaine. Ça dépend de l'ampleur de la matière. Nous avions suffisamment de matière, mais au regard, n'est-ce pas, des contraintes logistiques budgétaires, nous nous sommes, n'est-ce pas, rabattus sur une période de 3 jours. Mais on pouvait aller au-delà. Alors, les 3 jours ont servi à identifier, comme je le disais, les connaissances qui existent sur cet écosystème, aussi regarder qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que nous ne connaissons pas à ce stade et comment on peut faire que ces connaissances nous soient développées, identifiées surtout, pour que nous puissions capitaliser là-dessus. Mais il y a aussi la question liée à la synergie. Nous ne parlons pas de tourbière parce que bon, voilà, c'est un écosystème à part. Non. Pour qu'il y ait une tourbière, il faut d'abord qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait la forêt. Et donc tout cela tient ensemble. Et donc voilà pourquoi on a développé des synergies avec des questions liées à l'hydrologie, des questions liées à la forêt, des questions liées à la politique forestière en République démocratique du Congo, mais aussi des synergies avec l'aménagement du territoire, le foncier et l'agriculture. Parce que ces zones-là, les tourbières, sont des zones, en fait, pour les communautés, des zones de production de moyens de subsistance. Si pour nous, administratifs, politiques, scientifiques, les tourbières sont un stock de carbone. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne avec les communautés. Pour elles, les tourbières sont en fait des zones de production de moyens de subsistance. Le poisson que vous voyez ici à Kinshasa, qu'on appelle Nzombo par exemple, c'est un poisson qui vient de ces zones-là. Ah bon? Et vous avez aussi d'autres produits, vous avez des produits forestiers ligneux qui peuvent aussi venir de là, comme le fumbois, du miel, des champignons, des chenilles. On peut aussi les ramasser ou les attraper dans ces milieux-là. En fait, elles sont constituées de quoi, tourbières? Alors, qu'est-ce qu'on comprend par tourbière? Les tourbières, nous disons que c'est un écosystème des zones humides. Des zones humides, c'est-à-dire là où il y a de l'eau, il y a les marécages. Maintenant, il y a des feuilles, des détritus, des débris qui peuvent être des débris de végétaux ou des débris d'animaux qui peuvent tomber sur le sol dans une zone humide, soit dans les marécages. Au fil des années, je parle d'une très longue période, je vous ai parlé de 10 000 ans par exemple, tous ces gravats-là, tous ces débris s'entassent et forment une boue épaisse. Mais cette boue, elle est toujours sous l'eau en condition de saturation, comme nous disons en langage approprié. Et là, nous sommes dans la forêt. Parce qu'une tourbière, vous l'avez pratiquement dans la forêt. Et c'est ce qui fait que cette boue-là a une grande capacité de pouvoir stocker le dioxyde de carbone, qui est un gaz à l'origine du réchauffement climatique. Et donc, l'importance des tourbières, c'est que c'est un très grand réservoir qui, en fait, emmagasine le CO2, qui est le carbone, le dioxyde de carbone, qui fait que, bon, voilà, il fait chaud et il y a beaucoup de problèmes climatiques, ça et là. En grande quantité, oui, parce qu'à comparer à une forêt normale, il y a beaucoup plus de carbone qui est stocké à l'hectare dans une tourbière que vous en avez à l'hectare dans une forêt normale. Vous avez par exemple des proportions allant de 1200 tonnes de carbone à l'hectare dans une forêt normale contre 2500 tonnes à l'hectare dans une tourbière. Mais la différence se situe au niveau où, dans une forêt normale que vous connaissez, le carbone est séquestré. Donc le carbone est découpé en petits morceaux. Comme nous disons dans les langages, il a été séquestré par... donc vous avez vraiment été saccagé. Mais par contre, dans la tourbière, le carbone n'est pas séquestré. Il est seulement stocké. C'est comme vous mettriez quelque chose dans votre poche et puis si votre poche est déchirée, ça peut tomber. Quand la conservation n'est pas exactement, bonne, exactement. Ça se déverse dans la nature. S'agissant des tourbières,
s'il n'y a plus d'eau, si la tourbe est brûlée, et donc tout le carbone qui avait été stocké va être relâché dans l'atmosphère et le pays se sera transformé en un pays émetteur, en une bombe pour la planète. Voilà un peu la différence qu'il y a entre le carbone que vous avez dans la tourbière et le carbone qui est séquestré par une forêt normale. Donc, si je comprends, les tourbières dépendent, je dirais, en grande partie de l'eau. Oui, les tourbières sont en fait tributaires du niveau de saturation. Les tourbières dépendent de la quantité d'eau. Alors, maintenant, cette quantité peut baisser, mais nous disons que le bilan hydrique, donc le niveau de l'eau ne doit pas être réduit à zéro. Il faut qu'il y ait quand même toujours un peu d'eau pour que la tourbe soit capable de pouvoir remplir ce que nous appelons la fonctionnalité écologique, qui est en fait celle de pouvoir atténuer le climat mondial en absorbant le carbone. Si cette tourbe est brûlée, si elle est asséchée ou vidée de son eau, bon, voilà, il y aura des émissions qui vont être, j'allais dire, émises par cette tourbe-là. La tourbe, c'est cette boue-là dont je suis en train de parler. Okay. Donc là, ça peut atteindre combien de mètres? Alors, ça dépend hauteur comme profondeur. Exactement. Ça dépend des zones. Oui. Ça dépend des zones. Mais à Lokolama, par exemple, qui est une localité située à 52 km de la ville de Mbandaka, nous avons fait des prélèvements de la tourbe qui sont allés pratiquement jusqu'à 6 mètres de profondeur. Wow. On a aussi fait le même exercice au jardin botanique Eyala. Là, nous sommes à 6 km de Mbandaka. Nous sommes allés à 4,5, 4,7 mètres de profondeur. Et donc, la tourbe, c'est la matière que vous avez, c'est la boue que vous avez en profondeur dans une tourbière. Et à la hauteur? La tourbière, non, la tourbière, c'est en fait l'espace, c'est la superficie. Okay. Donc, toute cette forêt immense, toute cette zone immergée, ça peut être le marécage, l'espace ou l'étendue, la superficie, c'est ce que nous appelons une tourbière. Et la tourbe, c'est la matière que vous avez dans la profondeur d'une tourbière. Donc, si je comprends, les feuilles, les plantes qu'on retrouve dans une tourbière, ça ne se décompose pas? Ça se décompose, mais lentement. Ça prend énormément d'années. Je vous ai donné la proportion de 10 000 ans par là. Parce que lorsque nous prélevons la boue dont je suis en train de parler, que nous appelons tourbe, nous trouvons des matières organiques qui sont partiellement décomposées. Parce que les organismes qui sont à la base de la décomposition ne sont pas actifs ou très actifs dans ces milieux-là. C'est à cause de la présence de l'eau? Non, pas seulement à cause de la présence de l'eau, mais il y a aussi beaucoup de paramètres chimiques qui entrent en compte. Parce que c'est en fait un milieu que nous disons anaérobique, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'air en dessous là-bas. Donc voilà, c'est ce qui fait que la décomposition est vraiment lente. Vous pouvez alors, lorsque nous prélevons la tourbe, tomber sur, par exemple, le squelette d'un oiseau qui n'a pas été décomposé, où les os ne se sont pas dégradés, parce que tout simplement, on est dans une situation anaérobique où il n'y a pas suffisamment de microbes qui peuvent être capables de pouvoir actionner la décomposition. C'est la même chose avec tous les matériaux organiques que nous trouvons là-dedans. Ok, monsieur Jean-Jacques Bambouta, aujourd'hui aussi vous avez été parmi les intervenants. Vous pouvez brièvement nous parler de ce qu'a été votre intervention? Alors aujourd'hui, je suis intervenu sur le chapitre de la gouvernance des tourbières. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème qui appartient à l'État. Comme vous le savez, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État à partir de la loi Bakajika. Et donc nous avons cet écosystème qui appartient à l'État. Nous avons cet écosystème qui est en fait une très grande richesse en termes d'atténuation du climat mondial. La grande question, c'est que comment maintenant l'État va administrer ou gérer cet écosystème. Et donc ma présentation a consisté à démontrer les itinéraires de gestion ou de gouvernance de cet écosystème. Il y a deux points qui ont été essentiellement soulignés. Le premier point, c'est que il est important de pouvoir envisager cet écosystème, non pas seulement dans la perspective de la conservation, mais il faudra faire en sorte que de la conservation puissent naître
les retombées qui feront en sorte que le vécu des populations soit amélioré. Parce que nous avons énormément d'aires protégées ici en République démocratique du Congo. Alors, que rapporte la conservation des écosystèmes? C'est ça la grande question. Donc, il est important de faire en sorte que la conservation puisse générer de recettes qui devront améliorer le panier national. Et le pays va procéder à la redistribution de bénéfices qui peuvent être engrangés par la valorisation de ces écosystèmes. Quand vous parlez de recettes, là, vous voyez quoi? La vente de crédit carbone? Oui, ça peut être le crédit carbone, ça peut être le paiement pour services environnementaux, ça peut être même l'usage de la tourbe, parce que la tourbe est un magnifique combustible. Donc nous pouvons aussi regarder tous les itinéraires économiques qui peuvent être porteurs d'opportunités pour les pays. S'il s'agit de la valorisation du stock de carbone sur le marché, on devra y aller. S'il s'agit par exemple de regarder les itinéraires en rapport avec le paiement pour services environnementaux, on pourra aussi y aller. Alors, vous voyez, dans ces milieux-là, par exemple, en s'agissant des communautés, il y a toute une économie frugale. Donc, l'économie des petites activités qui peut être développée. Quand toutes ces mamans-là, qui sont par exemple au village de Lokolama, au village de Penzele, ou partout où nous avons la tourbe, sont en train de produire le fumbwa, comment elles peuvent être fédérées en une coopérative qui ferait en sorte que, que leur fumbwa soit vendu à un prix par exemple acceptable et qu'elles puissent vivre de leur activité. Et donc tous ces itinéraires méritent d'être examinés, consolidés et bien présentés afin d'être explorés. Ok, je voulais parler de la déclaration de Brazzaville sur les tourbières. C'est ce qui s'est tenu en mars 2018. Parmi les pays, je vois l'Indonésie, je vois la République démocratique du Congo, je vois la République du Congo-Brazza. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces déclarations? Qu'est-ce qui a été dit? Juste succinctement, situez-nous un peu le contexte de cette activité-là. La déclaration de Brazzaville a été signée sous la houlette ou bien sous l'égide de l'Initiative mondiale sur les tourbières, qui est une plateforme internationale qui regroupe les chercheurs, les praticiens de terrain, les décideurs politiques, ainsi que bien d'autres, le secteur privé, ainsi que bien d'autres acteurs qui sont intéressés par la thématique tourbière. En gros, la déclaration de Brazzaville pousse les États à pouvoir adopter des pratiques durables vis-à-vis de l'écosystème tourbière. Donc, à adopter des pratiques qui feront en sorte que les tourbières soient maintenues dans leur état, par exemple, de conservation. Mais nous ajoutons le volet valorisation pour que cet écosystème continue à atténuer le climat mondial. En gros, c'est ce qui est dit dans la déclaration de Brazzaville. Et la République démocratique du Congo en tant que pays solution pour qu'elle se maintienne? Parce qu'en parlant de tout, comme vous avez dit, ce sont des carbones qui sont stockés, qui ne sont pas séquestrés. Alors que doit faire la République démocratique du Congo pour rester pays solution, même au niveau des tourbières? Dans ces différentes interventions, Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Maître F. Bazaïba Massoudi, a toujours expliqué l'importance et l'ampleur de ce concept-là, RDC Pays Solution. Elle dit toujours que, si nous considérons l'importance de la couverture forestière qui est celle de la RDC, si nous considérons les eaux dont nous disposons, surtout les eaux douces, et si nous considérons les minéraux stratégiques qui sont utiles et capables de pouvoir actionner la transition écologique, ça veut dire que toutes les questions que les gens sont en train de se poser sur comment atténuer le climat mondial trouvent déjà des réponses ici en République démocratique du Congo parce que nous avons tous ces éléments-là. Alors, si vous prenez ces trois éléments-là, nous y agrégeons les tourbières avec un stock de carbone important allant de l'ordre de 21 gigatonnes. C'est important. Ceci veut dire que, en fait, nous avons la solution à la problématique de la lutte contre le changement climatique. Et donc, maintenant, l'importance des tourbières, c'est que, en s'ajoutant à ce paquet-là, qui est déjà la contribution de la RDC à l'atténuation du climat mondial, nous sommes en train d'exploser, en fait, notre participation. Alors, la grande question, c'est que
nous n'avons pas la vocation de pouvoir sauver l'humanité. Il est important que les populations congolaises puissent vivre de leurs écosystèmes. On ne va pas interdire aux communautés de pouvoir rentrer dans une tourbière. Maintenant, comment faire en sorte que les communautés puissent vivre de ces écosystèmes? C'est pour ça qu'on dit dans la dynamique de la RDC Pays Solutions que oui, nous avons des écosystèmes qui contribuent énormément à l'atténuation du climat mondial, mais il est aussi important que les autres qui ne disposent pas des écosystèmes, comme le nôtre, mais qui sont plutôt des pays émetteurs, parce que nous absorbons leurs émissions, il est important qu'eux qui puissent penser à pouvoir rétribuer quelque part, à reconnaître ou récompenser, disons compenser les efforts qui sont ceux qui émanent des écosystèmes de la RDC. C'est ça en fait qu'il faudrait comprendre autour de ce concept-là. Et cela demande, comme le dit souvent Maman F. Bazaïba, cela demande une sorte de justice climatique. Quelque part, il y a des pays qui disposent des écosystèmes qui contribuent énormément. De l'autre côté, vous avez des pays qui ne disposent de rien, mais bon voilà, qui sont tout le temps en train de pomper de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, il est important qu'il y ait une sorte de justice climatique. Voilà. Ok. Alors, je crois que déjà, il reste quelques interventions. Certainement, il y a des recommandations, il y a des résolutions qui ont été prises. Surtout, vous êtes coordonnateur. Vous pouvez déjà nous flasher quelques recommandations, résolutions prises. La grande recommandation... Issue de l'Université d'été des Tourbières. Oui, la grande recommandation, madame, c'est que vous comprenez que, étant donné que cet écosystème ne se limite pas dans la partie cuvette centrale, nous appelons cuvette centrale essentiellement les provinces de la zone contenant les provinces de l'Équateur, Maïndombe, Tchapachopo, Mongala, Sud-Ubangi. Les tourbières ne se trouvent pas uniquement dans ces zones-là. Nous les avons aussi dans les mangroves. Nous les avons dans les plateaux du Katanga. Nous les avons dans la vallée du Rift. Là, ce sont les éléments de la cartographie que je suis en train de vous donner. Donc, c'est la partie est. Mais en réalité, dans chacune de nos provinces, nous pourrions avoir des zones humides qui pourraient avoir des marécages dans lesquels on pourrait aussi avoir des tourbières. D'où l'importance de pouvoir travailler davantage sur le développement des connaissances. Alors, une des recommandations a été celle de pouvoir mobiliser des moyens conséquents. Pour pouvoir mener toutes ces études, il est important qu'il y ait des moyens. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour documenter cet écosystème. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation... Des moyens pour pouvoir documenter cet écosystème. Ben oui, il faut même pour écrire vous adresser au gouvernement. Même pour écrire la stratégie nationale des tourbières, on ne va pas la rédiger avec du bon français ou du bon lingala. Il faut de l'argent parce qu'il y a de l'expertise qu'il va falloir mettre à contribution. Nous avons des compétences dans notre pays, nous avons des compétences dans nos universités. Il va falloir valoriser tous ces gens-là. Donc, il est important que le pays puisse aussi compter sur les potentialités ainsi que les ressources qui sont celles de ses propres enfants. Et ici, 99% d'experts qui sont intervenus sont des Congolais. Et donc, la première recommandation, c'est qu'il faut des moyens. La deuxième recommandation, c'est que il faudrait que nous puissions arriver à monter une sorte de task force scientifique regroupant toutes ces sommités, toutes ces intelligences nationales afin que nous puissions travailler sur cet écosystème et identifier une bonne politique qui puisse allier la conservation à la valorisation de cet écosystème. Les deux résolutions majeures pour cette université d'été? La résolution majeure, c'est que voilà, nous allons décidément aller vers la rédaction de la stratégie nationale des tourbières. Merci, monsieur Jean-Jacques. J'espère que ce n'est pas la dernière session, la première et la dernière session. Bon, madame, vous avez vu que c'est une activité au départ montée pour 120 personnes. Là, nous nous retrouvons à 145 personnes. Donc, il y a une sorte de contrainte budgétaire. Nous travaillons sur cela. Le fait que plusieurs personnes puissent s'associer. Exactement. Nous travaillons sur cette activité depuis des mois. On a eu des insomnies parce que ceci ne tenait pas, telle personne ne pouvait pas venir. Mais voilà, nous y sommes arrivés, comme qui dirait, gloire à Dieu. Et merci aux experts qui se sont mobilisés par simple plaisir de venir partager ce qu'ils connaissaient autour de cet écosystème. Et donc, nous pensons que, n'eût été ce genre de contraintes, c'est chaque année que nous organiserions une université d'été de tourbières. Mais bon,
il y a les contraintes financières. 2025 ne peut pas compter sur l'université. Nous n'excluons pas la possibilité de pouvoir organiser cela. Nous allons voir si nous avons des moyens financiers importants. On va organiser cela. Si nous avions ces moyens, c'est chaque semaine qu'on pourrait organiser une université d'été de Tourbière. Ok, place à la rubrique interprète. Mpangi na mu ya Congo betu ke tibwala ya kitoko ya nzambe mepesa beto nzambe mepesa ka beto ba mfinda ba masa tibima ya kitoko ke nanti antoto. Alors nantangu ba bwala ya nkaka ke yungana sambuna ampila betu ke monande kuna na bwala na bo mvula ke no kadia kave betu kwa na bwala na betu mvula ke no kaka. Alors bima ya boke sala kuna yoke bebisa mupepe kasi beto na bamfinda na beto na potopoto na beto ya beto ke vandati yo na bamfinda na beto potopoto yina keti ngolo ya keti puissance ya ngolo. Alors puissance yina ke salande mupepe yina yambi ya ke katuka bonde na mputu bonde na babwala ya nkaka mupepe yina yoke kwisaka yoke kotaka na bamfinda na beto yanga ye kotaka na potopoto na beto. Donc beto ke bonde bantu ya ke salande bantu ya kaka yina kele par exemple na Chine na Japon bolunga kupema bien sambu na kisalo ya ke salama na ba potopoto na beto tina ba mfinda na beto timpi na ba masa na beto. Alors yo yina beto ke lombande voilà na mambo ya metadi la potopoto ya beto ke binga Tourbière il faut beto sala ngolo ya kusosa ba mpila nyoso ya par tous les moyens sande potopoto yina yolunga mpi kunati na beto bima yankaka yolunga kusalande bantu na ke zinga kana babwala bolunga mpi kuzinga bien. Bon ndeko na ngai bana ya Congo nzambe apesa biso mokili kitoko oyo etondisami na bazamba etondisami pe na potopoto awa biso toyaki awa na Hotel Sultanite toyako beta lisolo ya oto bengi potopoto ena tokomonaka yango kote ya Mbandaka kote ya bamboka lokolama bango bako bengaka yango bintoku to pe entoku ezali na oto bengi puissance makasi pote ekoka ko petola mokili pamba te bozomona ke na mikili misusu mbula ezokonoka lisusu te kasi awa epa na biso nzambe apesi biso makoki wana parce que tozali na bazamba tozali na bamai oyo ezoko petolaka mopepe wana kasi ye kosengaka biso tokoba kobatela bazamba wana tokoba kobatela potopoto wana kasi ye kosenga susu ke bandeko oyo baza na biloko bina te bakoka pe kotala ndenge nini bakoki kosunga biso po te to continuer kosala musala na biso po te bango pe ba continuer kobika na musala wa biso to kosalaka na oyo na mai etali bintoko bina. Merci. Monsieur Jean-Jacques Bambouta, nous vous disons un grand merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Ok, fidèles téléspectateurs, ça a été un grand plaisir pour nous de participer à l'Université d'été, première édition 2024. Nous espérons qu'il y aura encore d'autres éditions et nous vous disons merci et à très bientôt.